Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la section 6.2, les intervalles de concavité, concavité vers le haut, vers le bas et point d'inflexion. Donc, on va faire aussi un petit lien avec ce qu'on a appris la section 6.1. J'espère que vous avez bien compris la section 6.1 parce que la section 6.2, c'est une genre de suite de la section 6.1. Comme j'ai dit, on ne fera pas 6.3 cette année. C'est un peu dommage parce que 6.3 combinait vraiment 6.1 et 6.2 pour savoir comment dessiner des fonctions à l'aide euh, des deux premières dérivées. Mais je crois qu'avec 6.2, vous allez quand même avoir l'essentiel de qu'est-ce qu'on devait faire dans le chapitre 6. Donc, on va commencer maintenant. J'ai fait un petit tableau ici pour comparer qu'est-ce que vous avez appris à 6.1 et puis qu'est-ce qu'on va apprendre à 6.2. Donc, dans la section 6.1, vous avez vu qu'est-ce qu'était l'utilité de la première dérivée. Donc, en faisant la première dérivée d'une fonction, on pouvait déterminer si la fonction était croissante ou décroissante. Donc, si la pente de la tangente était euh, positive, c'est-à-dire si elle était plus grande que zéro, c'était croissant. Si la pente de la tangente était négative, donc si c'était plus petit que zéro, c'était décroissant. Donc, ici, on parle de la pente de la tangente. Si la première dérivée, je vous rappelle que c'est la pente de la tangente. Donc, si la pente de la tangente était positive, c'était croissant. Si c'était négatif, c'était décroissant. On avait aussi trouvé des nombres critiques. Les nombres critiques de la première dérivée étaient lorsque la première dérivée est égale à zéro ou lorsque la première dérivée n'existait pas. Lorsque la première dérivée est égale à zéro, on avait vu que ça s'appelait un point stationnaire. Lorsque la première dérivée n'existait pas, c'était soit un point de rebroussement ou un point anguleux. Donc, grâce au nombre critique, on pouvait trouver ces genres de points spéciaux ici. Et finalement, on pouvait aussi déterminer les maximums et les minimums relatifs de notre fonction. Donc, quand on faisait un tableau de variation, on pouvait vérifier est-ce que la première dérivée passe du plus au moins ou du moins au plus. Puis ça nous permettait, grâce au tableau, de savoir est-ce que mon nombre critique est un maximum, est un minimum ou est ni un ni l'autre. Je vous rappelle que si vous avez une fonction comme ceci, vous allez avoir un endroit que la première dérivée va être égale à zéro. On va avoir un point stationnaire, mais ici, notre fonction va passer du plus, parce que c'est croissant, au plus. Donc, ça ne changera pas de signe. Donc, ça veut dire que ce point ici, oui, c'est un point stationnaire, mais ce n'est ni un maximum ni un minimum. Donc, les nombres critiques ne sont pas automatiquement des maximums ou des minimums. Il faut utiliser le tableau de variation pour déterminer ceci. Donc, dans 6.2, qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez voir que l'utilité de la deuxième dérivée ici est de déterminer la concavité. On va voir que si c'est plus grand que zéro, c'est concave vers le haut. Si c'est plus petit que zéro, c'est concave vers le bas. On va également trouver des nombres critiques qui vont être les mêmes valeurs, sauf pour la deuxième dérivée. Ces nombres critiques-là vont possiblement nous donner un point d'inflexion. C'est ce qu'on va vérifier. Et vous allez aussi apprendre comment faire le test de la dérivée seconde. Donc, au lieu de faire ce qu'on a fait euh, ici, dans le tableau de variation, pour savoir si c'est un maximum ou un minimum, on va pouvoir le déterminer automatiquement avec la dérivée seconde. Donc, au lieu de faire un tableau de variation, vous allez pouvoir le calculer algébriquement, voir est-ce que ce nombre critique ici est un maximum ou un minimum. OK, donc, passons aux explications. Première chose, la concavité. Ça fait une fonction à partir du deuxième degré, on a des paraboles. Vous savez ceci, peu importe le degré, on a souvent des paraboles et ben, pas nécessairement des paraboles toujours, mais on a toujours un genre de concavité qui se présente. Euh, si vous avez une parabole qui est tournée vers le haut, on va dire que cette fonction est concave. Ça, concave vers le haut.
Si c'est dans l'autre sens, on va dire que la fonction est concave vers le bas. Et lorsqu'on dessine une fonction, on peut changer de concavité. Donc, par exemple, je vais dessiner un axe XY et je vais dessiner une fonction comme ceci. Donc, vous voyez que de ce point-là à peu près ce point ici, notre fonction était concave vers le bas. Donc, vous voyez bien que la fonction ici jusqu'à là, c'était concave vers le bas. À partir de ce point ici, notre fonction est concave vers le haut. Donc, ce point ici, c'est le point de changement de concavité. On va l'appeler le point d'inflexion. Donc, tout à l'heure, on va écrire les théorèmes de, de ceci. Mais un point d'inflexion, c'est l'endroit où est-ce qu'on a un changement de concavité. Ou les endroits qu'on a des changements de concavité. Donc, si au lieu d'avoir cette fonction-là, hein, je vais reprendre le même graphique, ça sera plus simple. Je vais tout effacer. Je vais dessiner une différente fonction. Mettons, j'aurais une fonction comme ceci. OK. Si vous remarquez bien, cette fonction ici, combien de points d'inflexion vous pensez qu'on a? Donc, si on regarde, notre fonction ici est concave vers le bas, jusqu'à peu près ici. Après ça, notre fonction est concave vers le haut. Ce n'est pas tout à fait une parabole. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que ce n'est pas nécessairement toutes des paraboles. Mais vous voyez que ma fonction tend à être concave vers le haut jusqu'à peu près ce point ici. Donc, j'ai une concavité vers le bas, j'ai une concavité vers le haut et j'ai une concavité vers le bas. Ce qui veut dire que j'ai deux changements de concavité. Alors, ces deux points ici, ça serait tous les deux des points d'inflexion. Donc, j'espère que c'est clair avec qu'est-ce qu'on veut dire par concave vers le haut, concave vers le bas, concave vers le bas et point d'inflexion. OK, donc on va aller au théorème 4 maintenant, parce que grâce à la deuxième dérivée, donc là c'est facile parce que là j'avais dessiné le graphique pour vous autres, c'était facile à voir visuellement si à quel endroit est-ce que ma fonction était concave vers le haut, concave vers le bas. Mais si vous n'avez pas le dessin devant vous, seulement la fonction, voici comment on peut déterminer la concavité d'une fonction. Donc, il faut faire le test, il faut utiliser la deuxième dérivée pour ceci. Donc, théorème 4, soit une fonction continue sur AB. Si j'ai une fonction qui est continue, une fonction f, qui est continue sur un intervalle AB, on va pouvoir dire que ma deuxième dérivée, si ma deuxième dérivée à cette valeur de x-là est plus grande que 0, sur, pas sur cette valeur, mais sur l'intervalle AB, alors la courbe de f est concave vers le haut sur mon intervalle, donc partout sur mon intervalle AB. En contrepartie, si ma deuxième dérivée est plus petite, si ma deuxième dérivée est plus petite que 0,
sur mon intervalle AB, alors la courbe de f est concave vers le bas sur l'intervalle AB. OK, on va faire un exemple pour comprendre le théorème. OK. Oh, avant de faire l'exemple, une définition qu'on va écrire à la suite de ça. Donc, soit C qui appartient au domaine de ma première dérivée. Alors, on peut dire que C est un nombre critique de ma fonction première dérivée si, donc, premier cas, si ma deuxième dérivée au point C égale 0 ou ma deuxième dérivée au point C n'existe pas. Donc, c'est pareil comme les nombres critiques de la fonction f. On trouvait la première dérivée, puis si la première dérivée est égale à 0 ou n'existait pas, c'était des nombres critiques. Même chose ici. Si la deuxième dérivée n'existe pas ou est égale à 0, c'est un nombre critique, mais ce n'est pas un nombre critique de la fonction f, c'est un nombre critique de la fonction f'. Ok, donc l'exemple qu'on va faire, ça va être pour trouver justement les nombres critiques. Donc, exemple, voici ma fonction f de x égale x carré moins 1 à la 4e. Et on dit que le domaine de ma fonction, euh, c'est R. Donc, c'est dans tous les nombres réels. OK. Ce qu'on va faire ici, c'est trouver les nombres critiques de ma deuxième dérivée. Fait qu'est-ce qu'on va faire ici? On va d'abord trouver notre première dérivée de cette fonction ici. On va trouver f' de x. Donc, si je dérive ceci une première fois, je vais avoir 4 tiers fois x carré moins 1. 4 tiers moins 1 ou 4 tiers moins 3 tiers, il me reste 1 tiers. Fois la dérivée de l'intérieur de la parenthèse, c'est 2x. Alors, si je mets tout sur... Si je rassemble tout ceci ensemble, donc ce qui me reste au numérateur, c'est le 4 et le 2x. Donc, ça va être 8x. Ah non, il reste aussi le... À la 1 tiers aussi est le numérateur, je m'excuse. Donc, 8x sur 3. Et je vais avoir dans le fond x carré moins 1 à la 1 tiers. Oui, c'était pas un exposant négatif, donc ça reste au numérateur. Donc, oui, j'aurais pu écrire racine cubique de 1 tiers, ou racine cubique de 1 tiers, racine cubique, mais là, ça serait comme un pas en arrière. Donc, je vais garder ça sous cette forme-là. Ça sera plus facile de trouver ma deuxième dérivée. Donc, f' de x. Donc, il faut marquer peut-être qu'ici, j'ai un produit. J'ai 8x sur 3 qui multiplie x carré moins 1 à la 1 tiers. Donc, c'est comme si j'aurais u et v. Donc, il faut que je fasse u'v plus v'u. Alors, on va d'abord dériver u. Donc, si je dérive 8 tiers x, donc l'exposant c'est 1, donc il va me rester 8 tiers fois x carré moins 1 à la 1 tiers, plus, maintenant je vais faire u fois v', donc u c'est
8x sur 3. Et maintenant, je dois dériver v. Donc, je vais multiplier ça par 1 tiers fois x carré moins 1, exposant moins 2 tiers, multiplié par 2x. On va mettre ça au propre un peu avant de rassembler. Euh, donc, je vais avoir 8 tiers x carré moins 1 à la 1 tiers. Donc, lui, je ne peux pas le mettre plus propre que ça. Ici, maintenant, ce qui est au numérateur, c'est 8x et 2x. C'est la seule chose qui est au numérateur. Donc, ça va être 16x. Et tout ceci va être divisé par 3 fois 3 qui va me donner 9. Et exposant négatif, donc ça veut dire que tout ceci est au dénominateur. Donc, x carré moins 1, exposant 2 tiers, est en bas. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout mettre ça sur le même dénominateur. Donc, il faut que je multiplie par ce que j'ai en bas ici. Il faut que je multiplie cette expression-là par la même chose. Donc, comment est-ce qu'on va faire ceci? J'ai 8 tiers fois 9. Donc, 8 tiers fois 9, si on fait le calcul, 8 tiers fois 9, ça me donne 24. Donc, j'ai 20... Oups. Je prends noir. Donc, j'ai 24. Et là, j'ai x carré moins 1 à la 1 tiers multiplié par x carré moins 1 à la 2 tiers. Donc, la même expression multipliée. Donc, il faut que j'additionne mes exposants. Donc, 1 tiers plus 2 tiers me donne 3 tiers ou simplement 1. Donc, j'ai x carré moins 1 à la 1 plus 16x. Ah, ici, c'était x carré. Je m'excuse. X fois 2x, oui, ça donne 16x carré. Et tout ceci est divisé par donc 9 x carré moins 1 à la 2 tiers. Donc maintenant, j'ai des dénominateurs communs. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? C'est, je peux distribuer mon 24. Donc, je vais avoir 24 x carré moins 24 plus 16 x carré divisé par 9 x carré moins 1 à la 2 tiers. Et 24 plus 16 va me donner 40 x carré. X carré moins 24 sur la même chose. Ici, je peux sortir un terme commun au numérateur. Qu'est-ce qui est commun entre 40 et 24? C'est 8. Donc, il va me rester 5x carré moins 3 sur, encore une fois, 9 x carré moins 1 à la 2 tiers. Donc là, j'ai arrivé à mon expression pas mal la plus simple que je pouvais pour ma deuxième dérivée. Donc, rendu ici, je cherche mes nombres critiques. Donc, nombre critique, lorsque ma deuxième dérivée égale 0, et nombre critique, lorsque ma deuxième dérivée n'existe pas. Donc, ça va être égal à 0 lorsque le numérateur est égal à 0. Puis la seule façon que ça peut être égal à 0, c'est si le 5x carré moins 3 est égal à 0. Donc, je vais poser que 5x carré moins 3 égale 0. Donc, 5x carré égale 3. Donc, x carré égale 3 cinquièmes. Donc, x peut être égal à plus racine de 3 cinquièmes ou x peut être égal à moins racine de 3 cinquièmes. Donc, si j'ai deux nombres critiques, lorsque ma deuxième dérivée est égale à 0, maintenant je vais chercher mon nombre critique ou mes nombres critiques lorsque ça n'existe pas. Et ça n'existera pas lorsque le dénominateur sera égal à 0. Donc, il faut que je pose que x carré moins 1 est égal à 0.
Alors, x carré égale à 1. Donc, x égale à 1 ou x égale moins 1. Donc, au total, vous voyez que j'ai 4 nombres critiques. Ces 4 nombres critiques ici sont pour la première dérivée. Ce ne sont pas des nombres critiques de la fonction f, ce sont des nombres critiques de la fonction f'. OK. Passons à au prochain théorème. Euh, on dit soit f, une fonction continue en x égale c. Vous avez une fonction continue à un certain point. Si ma deuxième dérivée de ce point ici égale 0, ou si la deuxième dérivée de ce point ici n'existe pas, alors le point C, f de C, est un point d'inflexion si et seulement si, SSI veut dire si et seulement si, la deuxième dérivée à ce point-là change de signe autour de C. Donc ça, c'est important de le noter. On vient de voir dans le dernier exemple comment trouver nos nombres critiques. On a parlé des nombres critiques, c'est lorsque la deuxième dérivée égale à 0 ou lorsque la deuxième dérivée n'existe pas. Donc, si je trouve des endroits que ma deuxième dérivée est égale à 0 ou n'existe pas, comme ici on avait trouvé 4 nombres critiques, okay, ces 4 nombres critiques ici pourraient peut-être être des points d'inflexion, mais si et seulement si, puis ça c'est la partie importante, si et seulement si, f' de x change de signe autour de c. Qui veut dire que, supposons que j'ai une valeur c, supposons que j'ai quelque chose comme ça. Au point C, je remarque que ma deuxième dérivée, par exemple, ici est égale à 0. OK? Je dois ensuite vérifier est-ce que ma deuxième dérivée avant change de signe. Donc, vous marquez qu'avant ce point-là, ma fonction était concave vers le bas. Donc, ça veut dire que f' de x, si c'était concave vers le bas, c'était plus petit que 0. Donc, ça veut dire que c'était négatif. La deuxième dérivée était négative avant le point C. Il faut marquer après le point C que ma fonction est concave vers le haut. Donc, ça veut dire que f' de x est plus grand que 0 ou positif. Donc, ici, on change de signe avant. Donc, autour de C, on change de moins au plus, qui veut dire que C est un nombre critique, mais est aussi un point d'inflexion. Donc, les 4 réponses qu'on a trouvées tout à l'heure, il faudrait qu'on irait plus loin, qu'on vérifierait est-ce que la deuxième dérivée change de signe avant et après chacun de ces points-là pour déterminer est-ce que c'est un point d'inflexion. Donc, si je fais un autre exemple, juste vous expliquer un peu, mettons que j'aurais trouvé ceci. Admettons mon nombre critique arrêté ici. OK? Donc, mettons mon point C s'arrêtait là. Avant ce point-là, vous voyez que ma fonction était concave vers le haut. OK? Donc, ça veut dire que le signe de ma deuxième dérivée était positif. Et après le point C, ma fonction est également concave vers le haut. Donc, ma fonction deuxième dérivée est encore positive. On ne change pas de signe.
Donc, à ce moment-là, le point C ne serait pas un point d'inflexion. Donc, il faut s'assurer toujours de vérifier la deuxième chose. Puis, comment est-ce qu'on va le vérifier? La deuxième propriété, ça change de signe, mais c'est à l'intérieur d'un tableau de variation qu'on va faire maintenant euh, pour la dérivée seconde. OK, je viens juste de remarquer, ça devrait être tableau de variation. Je vais juste l'écrire de nouveau. OK, voilà, je l'ai corrigé. Donc, tableau de variation relatif à la deuxième dérivée. OK, donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre pause, je vais dessiner un graphique, puis après ça, on fera un tableau de variation. OK, donc vous voyez que j'ai dessiné une fonction, puis on va analyser la fonction pour en faire un tableau de variation de ma deuxième dérivée pour comprendre cette fonction ici. OK, donc comme qu'on avait fait pour 6.1, on va faire un tableau qui va être x. Au lieu de faire f', on va faire f'' de x, et ensuite f. Maintenant, je vais placer mes nombres critiques en ordre croissant. Donc, vous voyez que mon premier nombre critique, ça serait A. Vous voyez aussi la fonction va de moins l'infini à plus l'infini, donc j'aurais peut-être dû commencer avec ça. Euh, moins l'infini, A, B, C, D, plus l'infini. Je vais espacer un petit peu plus le C et le D. Il est plus par ici. C'est plus par ici. OK, maintenant, je vais regarder mon dessin. Euh, j'ai dit que ces valeurs-là étaient des nombres critiques. Donc, pour A, on remarque que j'ai un point d'inflexion. Donc, j'ai un point d'inflexion qui veut dire que ma deuxième dérivée, comme on a dit, euh, je vais l'écrire ici, j'ai un point d'inflexion, PI. Donc, ma deuxième dérivée est soit 0 ou n'existe pas. Pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi. Donc, je vais écrire 0 ou n'existe pas. Je ne suis pas certain c'est lequel des cas que ça serait, mais ça serait un des cas. 0 ou n'existe pas. OK. À B, ça c'est la fonction f. Je vous rappelle, ce graphique-là, c'est pas la fonction f', c'est ma fonction f. OK. On marque que j'ai un point de rebroussement ici, qui veut dire que la première dérivée n'existe pas. OK. Donc, parce que j'ai un point de rebroussement, la première dérivée n'existe pas. Parce que la première dérivée n'existe pas, automatiquement, ma deuxième dérivée n'existera pas non plus. Donc, parce que j'ai un point de rebroussement, je peux dire tout de suite que ma deuxième dérivée n'existera pas. OK, donc ici, j'ai un point de rebroussement. Ici, j'ai un autre point d'inflexion. Parce que vous voyez, ma concavité avant et après change. OK, peut-être j'aurais dû parler peut-être de la concavité en premier. OK? Si on va de moins l'infini au point A, vous voyez, ma concavité est vers le bas. Donc, ça veut dire que ma deuxième dérivée pendant ce segment-là est plus que 0. Donc, ça veut dire que ma deuxième dérivée est négative. De A à B, vous voyez que ma fonction est concave vers le haut. Donc, ma deuxième dérivée est positive. De B à C, c'est également concave vers le haut. Donc, ma deuxième dérivée serait positive. De C à D, ma deuxième dérivée serait négative parce que j'ai une fonction qui est concave vers le bas. Et finalement, de C à plus l'infini, ma fonction est concave vers le haut. Donc, ça va être positif.
OK. Donc, vous voyez pourquoi maintenant que le point A, c'est un point d'inflexion. On change de concavité avant, après. Le point B n'est pas un point d'inflexion parce qu'on reste positif, positif avant le point B, avant et après le point B. Le point C est un point d'inflexion parce qu'on change de concavité. Le point... Donc, si c'est un point d'inflexion, ça veut dire que c'est soit 0 ou n'existe pas. Le point D, on change de concavité avant et après. Mais ici, donc ici, oui, ça va être un point d'inflexion. On change de concavité. Mais il faut remarquer que la première dérivée n'existerait pas ici. Parce qu'on a un point anguleux. Et un point anguleux veut dire que f' de x n'existe pas. Donc, automatiquement, je peux dire que f' de x n'existera pas. Donc, en plus d'être un point d'inflexion, c'est un point anguleux. Donc, la deuxième dérivée, avant le point A, de moins l'infini au point A, comme j'ai mentionné, c'était négatif. Entre A et B, c'est positif. Entre B et C, c'est positif. Entre C et D, c'est positif. Entre D et l'infini, c'est négatif. Attendez une seconde là. Positif, positif, j'ai mélangé les deux. OK. Négatif, positif. Négatif, positif. Là. Donc, comme j'ai mentionné, le point A, pour ce qui est de la deuxième dérivée, je peux dire que c'est un point d'inflexion. Point B, ce n'est pas un point d'inflexion. Point C, c'est un point d'inflexion. Point D, c'est un point d'inflexion aussi. Je ne connais pas les valeurs de Y. Donc, à A, je ne connais pas la valeur de Y. À B non plus, je ne connais pas la valeur de Y. Donc, pour l'image, je vais seulement placer FA, FB, FC et FD. Si je connaîtrais les valeurs de Y ou si je connaîtrais la fonction que je pourrais trouver les valeurs de Y, je les aurais placées, mais là, je ne connais aucune valeur, donc je vais seulement placer ceci. Et qu'est-ce que je vais écrire ici? Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour la première dérivée, on plaçait des flèches qui montaient vers le haut comme ça ou comme ça pour représenter croissance et décroissance. Ici, vu qu'on parle de la deuxième dérivée, puis qu'on parle de concavité, si ta deuxième dérivée est négative, on a dit que c'était concave vers le bas. Donc, pour représenter concave vers le bas, on va faire une parabole qui est vers le bas comme ceci. Concave vers le haut, on va une parabole comme ceci. Concave vers le haut, comme ceci. Vers le bas, comme ça. Et concave vers le haut, comme ceci. Donc, c'est clairement visible maintenant que le point A, on a changé de concavité. Donc, mon point A est un point d'inflexion. Point B n'est pas un point d'inflexion. Point C est un point d'inflexion. Et point D est un point d'inflexion. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant si c'est clair avec cet exemple ici? Donc, ici, j'ai un exemple visuel. J'avais un graphique. On a fait un tableau de variation à partir du graphique. Maintenant, on va faire la même chose, mais à partir d'une fonction. OK. Donc, il y a deux exemples à faire pour cette partie-là, mais je vais seulement en faire un. Je suis en train de vérifier lequel. Je vais faire le premier, puis ça devrait être suffisant. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc, ma fonction que j'ai, c'est celle-ci. 4x à la 6 moins 3x à la 5 moins 5x à la 4 plus 2. Juste vérifier si j'ai bien écrit. Ouais. Et comme j'ai une fonction polynomiale, automatiquement, vous savez que le domaine de cette fonction-là va être R. Donc, je vais faire un tableau relatif à la deuxième dérivée, comme ici. Donc, il va falloir que je trouve dans l'ordre ma première dérivée et ensuite ma deuxième dérivée. Donc, première étape, étape 1, c'est trouver ma première dérivée. OK, donc, c'est assez facile à trouver ici. Ma première dérivée va être 24x à la 5 moins 15x à la 4
moins 20x à la 3. Et 2 disparaît parce que euh, c'est une constante. Donc, deuxième étape, on va trouver notre deuxième dérivée. À partir de ma première dérivée, je vais pouvoir trouver ma deuxième dérivée. Donc, 24 fois 5 me donne 120. X à la 4, moins 60x à la 3, moins 60x carré. Ici, je peux simplifier un peu les choses. Je peux sortir qu'est-ce qui est commun. J'ai 60x carré de commun dans chacun des termes. Il va me rester il va me rester 60 fois quoi fait 120, donc 2, x carré, moins x, moins 1, que je peux factoriser le dernier terme. Deux nombres multipliés ensemble qui donnent moins 1, additionnés ensemble qui me donnent moins 1, donc c'est... Ah, non, ici ça ne fonctionne pas de cette façon ici. Je vais le garder comme ça, puis vous allez voir comment est-ce qu'on peut le trouver pour ceux qui ont oublié comment faire en maths 11e. On avait trouvé comment faire ceci. Je vais le laisser comme ça. OK? Euh, Troisième étape, on va trouver les nombres critiques de f'. Donc, je cherche les nombres critiques de la fonction f'. Donc, ça veut dire les nombres critiques, euh, nombre critique que la deuxième dérivée égale 0 et les nombres critiques que la deuxième dérivée n'existe pas. Donc, la façon ça pourrait être égal à 0, c'est si le numérateur est égal à 0. Donc, si je n'ai pas une fraction, donc je n'ai pas de dénominateur, donc c'est impossible qu'il y ait des nombres critiques qui n'existent pas. Donc, il n'y aura pas de valeur ici de nombre critique pour la deuxième dérivée qui n'existe pas. Mais pour la deuxième dérivée égale à 0, il va y avoir quelques nombres critiques. Donc, pour faire ceci, je dois poser que 60x carré fois... OK, donc 60x carré fois 2x carré moins x moins 1, ça doit être égal à 0. Donc, si ça, c'est égal à 0, les possibilités, c'est que ça égale à 0 ou ça égale à 0, parce que c'est multiplié ensemble. Donc, pour le premier, c'est facile à savoir c'est quoi notre nombre critique. X égale 0 est notre premier nombre critique. Si X est remplacé par 0, tout ça est égal à 0. Donc, pour la première partie, c'est facile. Puis la deuxième partie, je dois vérifier qu'est-ce qui serait les possibilités que ça, c'est égal à 0. Donc, pour faire ceci, je peux utiliser l'équation quadratique ou je peux utiliser qu'est-ce qu'on a appris en 11e année. Donc, deux nombres multipliés ensemble qui me donneraient moins 2. AC fait moins 2. Deux nombres multipliés ensemble qui me donneraient moins 2. Additionnés ensemble qui me donneraient moins 1. Donc, ça serait moins 2 plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire, peut-être que j'ai oublié ceci, 2x carré moins 2x plus x moins 1 égale 0. Dans mes deux premiers termes, qu'est-ce qui est commun? C'est 2, 2x. Donc, je vais sortir 2x. Il me reste euh, x moins 1. Qu'est-ce qui est commun dans mes deux derniers termes? C'est 1. Donc, plus 1. Il me reste x moins 1. Donc, qu'est-ce que je peux sortir finalement? C'est 2x plus 1 vont se joindre ensemble. Donc, ça va être 2x plus 1 fois x moins 1 égale 0. Alors, pour la première expression, 2x plus 1 égale 0. 2x plus 1 égale 0. Alors, 2x égale à moins 1. X peut être égal à moins 1 demi. Et pour la deuxième expression, x moins 1 égale 0. X égale 1. Donc là, vous voyez que je viens de trouver un total de 3 nombres critiques pour ma deuxième dérivée. Ensuite, on commence le tableau de variation. Donc, quatrième étape, on va faire le tableau de variation.
OK. Donc, pour faire ça, je vais faire x, f' de x et f. Et je vais placer mes lignes comme ceci. Bon, le domaine, c'est R, donc on va de moins l'infini à plus l'infini. Et mes trois nombres critiques en ordre croissant pour ma deuxième dérivée, c'est moins une demi, 0 et 1. Moins une demi, 0 et 1. OK. Regarde ça comme ça, comme ça, comme ça. OK. Pour les trois, j'ai trouvé que ma deuxième dérivée était égale à 0. Donc, mes nombres critiques étaient lorsque ma deuxième dérivée était égale à 0. Donc, la valeur de f' de x va être de 0. Si je prends une valeur plus petite que moins une demi, prenons par exemple, euh, moins 1. Donc, si je remplace dans la deuxième dérivée, donc dans cette expression ici, x par moins 1. Donc, 60 fois moins 1 au carré va donner un nombre positif. Et multiplié par 2, donc moins 1 au carré me donne, donc 2 fois 1 va donner 2. Moins 1 plus 1. Moins 1 ici. Donc 2 plus 1, ça donne 3 moins 1. Donc ça va donner positif. Donc positif fois positif. Donc ça va me donner une valeur positive. Si je prends entre 0 et moins une demi, puis que je remplace, par exemple, moins un quart, si je prendrais moins un quart, vous allez trouver que la réponse va être négative. Vous l'essayerez par vous-même. Si je prends une valeur entre 0 et 1, par exemple, une demi, donc une demi au carré fois 60, ça va donner positif. Une demi au carré, ça donne un quart, donc deux quarts vont donner une demi, euh, plus une demi, moins une demi, ça va donner un négatif, moins une demi, moins une demi. Donc ça va me donner positif, donc ça va donner une demi, moins une demi, moins une demi. Excusez. Ok, on va effacer là, je vais recommencer de nouveau. Une demi au carré, c'est un quart, donc deux quarts, ça donne une demi, moins, on a dit que c'était une demi, donc une demi, moins 1. Une demi, moins un, ça va me donner un nombre négatif. Donc, positif fois négatif me donne négatif. Et si je remplace finalement par un nombre plus grand que 1, prenons 2. 2 au carré fois 60 me donne un nombre positif, multiplié par 2 au carré, 4 fois 2, 8. Donc, j'aurais 8 moins 2 moins 1. Donc, ça va me donner un nombre positif. Donc, positif fois un positif va me donner positif. Donc, vu que ma deuxième dérivée était positive, ça m'indique que ceci c'était concave vers le haut, ceci c'est concave vers le bas. Ici, j'ai concave vers le bas parce que la deuxième dérivée est négative. Deuxième dérivée est positive, donc concave vers le haut. Donc, vous marquez clairement que j'ai un changement de concavité ici. Donc, ici, j'ai un point d'inflexion. Même chose ici. J'ai un point d'inflexion parce qu'on change concave vers le bas, concave vers le haut. Mais pour le nombre critique 0, je n'ai pas de point d'inflexion. Il me reste à rentrer les valeurs de y. Donc là, je dois retourner à la fonction f. Parce que là, je suis sur la ligne de f. Donc à moins 1 demi, si je remplace dans la fonction du départ, celle-ci, si je remplace x par chacun des trois nombres critiques, moins 1 demi, 0 et 1, les valeurs de y que je vais trouver, vous pourrez faire le calcul, ça va être 59 32e pour moins 1 demi. Ça va être 2 pour le 0. Ça va être moins 2 pour le 1. Donc, je vous invite à aller faire le calcul vous-même pour vérifier ces réponses-là. Dernière étape qu'on va faire, c'est faire l'esquisse du graphique.
Donc là, je vous rappelle qu'on n'a pas combiné le tableau de variation de la première dérivée. OK? Donc, ça ne sera pas le tableau exact, parce que pour qu'il soit exact, ou pas mal plus exact, il faut qu'on combine le tableau de variation de la première et de la deuxième dérivée. On va quand même faire du mieux qu'on peut. Alors, ici, je vais faire mon axe XY. Mes nombres critiques, c'est moins 1,5, 0 et 1. Moins 1,5, 0 et 1. Les valeurs de Y à ces points-là, donc 59 32e. Si je fais le calcul, ça me donne 1,84. Donc, je peux aller 1, 2. Donc 1,84, on est à peu près ici. À 0, c'est 2. Je vais changer de couleur ici. Ce point-là, à 0, c'est 2. Et à 1, c'est moins 2. Moins 1, moins 2. Et voilà. Donc, de moins l'infini à moins 1,5, c'est concave vers le haut. On peut faire quelque chose comme ceci. Et j'ai un point d'inflexion. Attendez une seconde. 59. Un point. OK, oui. Donc, c'est concave vers le haut comme ça. À partir de là, c'est concave vers le bas. Donc, ça veut dire que j'aurais quelque chose comme ceci. Jusqu'à 2. Puis c'est concave vers le bas jusqu'au point 1, moins 2. Et rendu là, c'est concave vers le haut. Jusqu'à plus l'infini. Donc, ma fonction ressemblerait à ceci. Donc, si on regarde la fonction, on va marquer que le point ici, pour la première dérivée, si je ferais une pente d'une tangente, ça serait 0, n'est-ce pas? On peut supposer qu'ici, la première dérivée serait 0. Donc ici, on aurait un point stationnaire. Ici, euh, on a un point d'inflexion. Donc ici, ce ne serait pas un maximum, un minimum. Donc ça ne pourrait pas être un point stationnaire. Mais ici, vous marquez que on a aussi un point spécial. On a un point de un point anguleux, pardon, un point anguleux, parce qu'on a un changement de concavité. Ici, on avait concave vers le haut, ici, on a concave vers le bas. Donc, ce serait un point anguleux. C'est-à-dire qu'ici, si j'aurais fait le tableau de la première dérivée à ce point-là n'existerait pas. On avait dit ici la première dérivée est égale à 0, à moins 1,5, que la deuxième dérivée est égale à 0, mais ça serait à vérifier parce que en tout cas, ça semble être un point anguleux. S'il y a un changement de concavité, je ne pourrais pas voir comment. Ah, d'accord, non. Non, ça ne peut pas être un point anguleux. OK. Non. Donc, ceci, la façon qu'on le dessinerait, serait concave vers le haut, mais ça ne peut pas être un point anguleux parce que la deuxième dérivée est égale à 0. Ça serait un point anguleux. Ça veut dire que f' de x n'existerait pas. Donc, il faudrait absolument que f' de x n'existerait pas non plus. Donc, ça veut dire que ma fonction faisait ceci. Ici, j'ai un point. Donc, c'était concave vers le haut jusqu'à ce point-là. Je vais le dessiner mieux. On peut juste faire un estimé. Hein? Donc, c'est concave vers le haut jusqu'à ce point-là. Ici, j'ai un point anguleux. Un point de. Un point d'inflexion. Les vidéos commencent à être un peu longues. Là. Point d'inflexion. Donc, ça veut dire que la première dérivée ici serait égale. Donc, ça serait. Il n'y aurait pas de nombre critique pour la première dérivée ici. Donc, le seul nombre critique pour la première dérivée, ça serait pour 0 quand j'aurais un point stationnaire. OK? Bon. Donc, ça, c'est le plus qu'on peut faire pour le tableau et le graphique
pour la deuxième dérivée sans faire le tableau pour la première dérivée. Mais c'est beaucoup plus facile à dessiner quand on combine les deux. Donc, dernière chose qu'on va voir dans la vidéo, c'est le tableau relatif à la dérivée seconde pour... Non, c'est pas le tableau relatif à la dérivée seconde du tout. C'est le test de la dérivée seconde. Donc, on va juste changer le titre ici. OK, alors voilà le bon titre, le test de la dérivée seconde. Donc, vous vous rappelez que pour savoir si on a un maximum ou un minimum à un certain point, il fallait trouver les nombres critiques de la première dérivée. Et ensuite, quand on avait les nombres critiques, on devait faire le tableau de variation et voir est-ce que ce nombre critique-là, avant et après, est-ce qu'on avait un changement de signe de ma première dérivée. Donc, si je passais de moins au plus, c'était un minimum. Si je passais du plus au moins, c'était un maximum. Donc, on avait vu comment le faire avec la première dérivée. Vous allez voir qu'on peut le trouver encore plus facilement avec la deuxième dérivée. Donc, voici le théorème qu'on va écrire, soit f d'une fonction continue sur i sur un intervalle et c appartient à cet intervalle et est un nombre critique tel que la première dérivée. OK, on dit qu'on a un intervalle i et j'ai un nombre, une valeur c, que je dis que c'est un nombre critique parce que la première dérivée à ce point-là est égale à 0. OK? Alors, une fois que je connais mon nombre critique, si je fais la deuxième dérivée de la même valeur et que j'obtiens une valeur négative, alors CF de C est un maximum relatif. Si je prends le même point, je prends mon nombre critique, la première dérivée, puis que je fais la deuxième dérivée au même point et que ça donne un nombre positif, alors C, F de C est un minimum relatif. Il faut faire attention. Si la deuxième dérivée est négative, c'est un maximum. Donc, pensez dans votre tête, c'est l'inverse. Si la deuxième dérivée est négative, c'est un maximum. Si la deuxième dérivée est positive, c'est un minimum. D'accord? Euh, Par contre, si je fais la deuxième dérivée de ce nombre-là, c'est égal à 0, ou ça n'existe pas, on ne peut rien conclure. OK, donc il faut absolument que ça soit soit plus petit que 0 ou plus grand que 0 qu'on puisse dire. Si c'est égal à 0 ou n'existe pas, on ne peut rien conclure. OK, on va faire un exemple. OK, il y a plusieurs exemples qui suivent. Si vous allez voir l'exemple 1, allez voir la page 277 dans votre livre. L'exemple 1, c'est un exemple qui est très visuel. Ça fait, si vous allez voir la A, vous avez... Attendez, je pense que je vais faire une capture d'écran. Ok, non, je ne peux pas faire de capture d'écran malheureusement. Donc, si vous allez voir la A, vous avez une parabole qui est concave vers le bas. Vous avez un point stationnaire ici parce que la première dérivée est égale à 0. Vous marquez que ma pente de ma tangente est complètement horizontale, qui veut dire que ici j'aurais aussi un maximum, qui veut dire que ma deuxième dérivée serait plus petit que 0. Même chose pour si on regarde la B, j'ai une concavité vers le haut.
Donc, j'ai un minimum qui veut dire que ma deuxième dérivée, à ce point-là, cette valeur ici, serait plus grande que 0. Si je regarde la C, j'ai 4 exemples que je peux rien conclure. Donc, le premier exemple, la I, vous voyez ici que ma première dérivée, ma fonction, c'est 3x carré. Ma deuxième dérivée, c'est 6x. Donc, 6x, donc ici, ma première dérivée de 0 égale 0. Ma deuxième dérivée de 0 égale 0. Attendez une seconde. Donc, vous voyez que vu que les deux sont égales à 0, ça donne en fait que j'ai un point d'inflexion à 0. Donc, mon nombre critique n'est pas un maximum ni un minimum parce que ma deuxième dérivée est égale à 0. OK? Donc, j'ai un point d'inflexion. Si on regarde les autres exemples aussi, vous allez remarquer que lorsque la première dérivée est égale à 0, la deuxième dérivée, parce que c'est soit égal à 0 ou parce que ça n'existe pas, on ne peut pas conclure que c'est un maximum ou un minimum. Donc, on peut le dire à 2i et 3i que c'est soit un minimum ou un maximum, mais il faut quasiment qu'on le dessine pour pouvoir le vérifier. Donc, sans l'avoir dessiné, on n'aurait pas pu juste le dire d'après la propriété. Donc, le fait qu'on dit on ne peut pas conclure, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un maximum ou un minimum. Ça veut simplement dire que on ne le sait pas. Il faut le dessiner pour le savoir. Pour le 4i, vous voyez que la première dérivée est égale à 0, mais la deuxième dérivée n'existe pas. Donc, d'après le théorème qu'on vient de voir, parce que la deuxième dérivée n'existe pas, on ne peut pas conclure. Puis vous voyez qu'en fait, en réalité, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un maximum ou un minimum, c'est un point d'inflexion. Mais ce qui m'intéresse le plus, puis le dernier exemple qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est cet exemple ici. Donc, c'est un exemple à la page 278. Donc, j'ai la fonction 3x à la 5 moins 5x à la 3 plus 1. C'est une fonction polynomiale. Donc, domaine de f, c'est R. Je vais essayer de trouver mes points de maximum minimum. Donc, ce que je vais trouver, c'est où est-ce qu'il y a mes maximums, puis où est-ce qu'il y a mes minimums de ma fonction. On a appris comment le faire pour la première dérivée. Maintenant, on va utiliser le test de la deuxième dérivée ou le test de la dérivée seconde pour pouvoir déterminer mes points de minimum et maximum. Donc, première chose que je vais trouver, c'est mes nombres critiques de ma première dérivée. Mais avant de trouver les nombres critiques, on va trouver d'abord ma première dérivée. Donc, première dérivée de ma fonction va être 15x à la 4 moins 15x carré. Ici, je peux sortir le 15, x carré, il va me rester x carré moins 1. Et comme ici, j'ai une différence du carré, je peux dire que ça va être x carré, 15x carré fois x plus 1 fois x moins 1. Donc, mes nombres critiques pour ma première dérivée, lorsque f' de x égale 0. Donc, ici, j'ai trois termes qui sont multipliés ensemble. Donc, j'ai trois possibilités. Première possibilité, c'est que 15x carré égale 0, qui veut dire que x égale 0 serait mon premier nombre critique. Deuxième possibilité, c'est que x plus 1 égale 0, qui veut dire que x égale moins 1 serait mon deuxième nombre critique. Et troisième possibilité, x moins 1 égale 0, donc x égale à 1 serait mon troisième nombre critique. Maintenant, je dois vérifier est-ce que j'ai des nombres critiques lorsque la première dérivée n'existe pas. Donc ici, je n'ai pas de dénominateur, donc il n'y a aucune valeur qui n'existe pas. Donc j'ai seulement trois nombres critiques en tout. Le but, c'est de trouver mes minimums et mes maximums. Donc je ne vais pas faire un tableau de la première dérivée pour vérifier. Je vais utiliser plutôt le test de la deuxième dérivée. Donc pour faire ceci, je vais d'abord faire la deuxième dérivée de ma fonction. Donc, je vais prendre la première expression ici, 15x à la 4 moins 15x carré. Je vais dériver ceci.
Donc, f' de x va être égal à 60x3 moins 30x. Qui va me donner, je peux le simplifier, 30x fois... Ah, bon, on va laisser comme ça. Je pense que ça sera... Le but, c'est pas de trouver les nombres critiques. Ici, la deuxième dérivée, c'est de vérifier mes maximums et mes minimums. Donc, vu que j'ai trois nombres critiques, je vais vérifier mes trois nombres critiques. Donc, f' à moins 1. Commençons avec la plus petite valeur, moins 1. Ça va donner 60 fois moins 1 à la 3, moins 30 fois moins 1. Ça va me donner moins 30. Pour mon deuxième nombre critique, qui était de 0, donc 60 fois 0 à la 3, moins 30 fois 0, ça me donne 0. Pour ce qui est de 1, j'ai 60 fois 1 à la 3, moins 30 fois 1, qui va me donner 30. Donc, vous voyez ici que ma deuxième dérivée pour moins 1, c'était négatif. Parce que ma deuxième dérivée est plus petit que 0, alors on va dire que ce point-là va être un maximum relatif. Donc, si j'ai un maximum. Ici, j'ai 0. Parce que ma deuxième dérivée d'un nombre critique est égale à 0, on ne peut rien conclure. Donc ici, on ne peut rien conclure. Donc, je vais juste mettre un point d'interrogation. Et pour le 1, c'est positif. Donc, c'est un minimum. OK. Donc, si je ferais mon tableau vite fait, mais là, j'ai pas besoin vraiment de faire le tableau. J'ai trouvé mes points de maximum minimum. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas à 0. On ne sait pas celui-là, est-ce que c'est un maximum ou c'est un minimum. Donc, si je fais un tableau rapidement, x, f' de x et f. Moins l'infini plus l'infini, moins 1, 0, 1. C'est les trois nombres critiques que j'avais. On a dit que la première dérivée pour chacun, c'était 0. 0, 0, 0. On a dit que, on vient de dire que celui-ci, on vient de dire que celui-ci, c'est un maximum, que celui-ci, c'est un minimum. Donc, si c'est un maximum, c'est parce qu'on passe croissant. On passe de croissant à décroissant. Si c'est un minimum, c'est parce qu'on passe de décroissant à croissant. Alors, ce point ici ne serait ni un maximum ni un minimum. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire si on fait le graphique? En passant, juste écrire les valeurs de y. Donc, si c'est un maximum, ben, on va compléter le tableau. Si c'est un maximum, on passe de croissant à décroissant. Donc, si c'était croissant, la première dérivée était positive. Ça, c'est négatif. Ça, c'est négatif. Ça, c'est positif. La valeur de y à moins 1, c'était 3. À 0, c'est 1. À 1, c'est moins 1. Donc, si je fais le graphique de ceci, donc, mes points de nombre critique sont moins 1, 3. Moins 1, 1, 2, 3. Moins 1, 3. 0, 1. Et 1, moins 1. Ici. Donc, ça veut dire que j'ai un maximum. Donc, avant, la fonction était croissante. J'ai un maximum. Qu'est-ce qui se passe ici?
c'est que j'ai la première dérivée est égale à 0, donc ça va me donner comme ceci, mais ce n'est ni un maximum ni un minimum. La fonction va faire comme ceci. Ici, j'ai un minimum relatif. Donc, la fonction ensuite va augmenter comme ça. Si c'est pas parfait, ça aurait dû être comme ceci, comme ceci. Donc, le test de la dérivée seconde m'a permis de trouver mes points maximum minimum. Donc, ça m'a permis de faire mon tableau pas mal plus rapidement et de comprendre que j'ai un point que même si ma première dérivée est égale à 0, ce n'est ni un maximum ni un minimum. Donc, les seuls endroits que j'ai des points stationnaires, ben, j'ai 3 points stationnaires, mais les seuls endroits que ces points stationnaires-là soient des maximums ou des minimums, c'est à -1 et à 1. Donc, 1 minute, 1 heure, 6 minutes. Je sais que c'est un long vidéo, mais je préfère faire ça dans un vidéo puis c'est terminé. Donc, on a terminé le chapitre 6, tout le monde. Vous pouvez maintenant faire les exercices de la section 6.2. Et donc, c'est ça. Dans la semaine prochaine, il n'y a pas de nouveau vidéo pour le chapitre 6. On commence le chapitre 7 dans 2 semaines. Donc, vous avez le restant de la semaine et la semaine prochaine pour vous assurer de bien comprendre le chapitre 6. OK, parfait. Donc, bonne semaine et on se reparle dans quelques semaines. OK.